Alors bonjour, mon nom c'est Thierry Carsanti, je suis professeur à l'Université de Montréal. Je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies en éducation et il me fait plaisir d'être parmi vous virtuellement. En effet, ce n'était pas possible pour moi d'être à l'Université d'été de l'UDOVIA, du moins à cette édition 2015. Ce ne sera peut-être que partie remise. Je suis là aujourd'hui pour vous parler en quelques minutes de la thématique du colloque « Numérique et éducation entre appropriation et détournement ». C'est le thème de cette édition de l'Université d'été. On va parler lors de cette édition des facteurs d'appropriation des technologies. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on s'approprie une technologie, un logiciel, une application? Qu'est-ce qui fait en sorte que d'autres technologies ne sont pas utilisées ou ne sont que très peu utilisées, particulièrement en éducation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir co-créateur d'une technologie? Et peut-être aussi, qu'est-ce que les personnes qui créent des outils pour l'éducation attendent pour impliquer les acteurs de l'éducation dans la création de ces outils technologiques, pour que ces outils puissent réellement remplir les besoins des usagers. Moi, je vous dirais que le micro-ordinateur a déjà près de 40 ans et très rares encore sont les salles de classe en France ou au Québec où est-ce qu'on peut voir des élèves où tous sont équipés de micro-ordinateurs. On parle beaucoup de tablettes dernièrement, notamment au Québec, mais là encore, les tablettes, ça fait déjà 5 ans et on retrouve encore une fois très peu de salles de classe où les élèves ont chacun leur outil informatique. Donc, beaucoup de défis au niveau de l'appropriation, mais on va parler peut-être de façon plus spécifique d'outils technologiques qui sont accessibles à toutes et à tous, des facteurs qui font en sorte qu'on va adopter ou non une technologie. Je vous dirais que le choix n'est pas simple pour les éducateurs. Il y a plusieurs années, on était dans une stratégie où est-ce qu'on recherchait des ressources, il y en avait très peu. Actuellement, on est dans un contexte où est-ce qu'il y a un excès de ressources. Donc, la problématique de l'accès est passée à celle de l'excès et ça fait en sorte que l'appropriation devient compliquée pour les créateurs aussi qui se soucient de savoir si ce qu'ils vont faire comme outil sera utilisé et compliqué aussi pour les usagers qui se retrouvent devant une panoplie d'outils et qui ont des choix à faire. L'instabilité de ces plateformes, de ces outils qu'on utilise, le fait que ça change constamment, évidemment, ça ne facilite pas notre travail en éducation aussi. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on adopte un outil? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va retenir une solution? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va rejeter? Bien, rapidement, les recherches qu'on a faites au Québec, il faut comprendre que de nos jours, une solution qui est chronophage, une solution qui prend beaucoup de temps, très rares sont les enseignants qui vont l'adopter. On veut des outils, des applications, des sites web où rapidement on peut gagner du temps et une solution aussi où on n'a pas énormément de temps à investir. On veut aussi des solutions où la maîtrise sera rapide. Est-ce que plusieurs d'entre vous ont lu le dernier guide de PowerPoint, par exemple, un guide de 500 pages qui nous explique comment utiliser ça? Très peu de gens l'ont fait. Moi, je vous dirais que la plupart des applications actuellement ont des guides, mais très peu de gens vont consulter ces guides. Pourquoi? Si on veut que ce soit adopté rapidement, on veut des applications qui soient intuitives et qui vont répondre à un besoin rapidement. Donc, le temps est un premier facteur d'adoption d'après les recherches qu'on a faites. Le deuxième facteur d'adoption, c'est qu'on veut voir des résultats tangibles quand on utilise une application. On veut voir des résultats tangibles, on veut que rapidement, quelque chose se passe sans que ça prenne trop de temps. Certains vont dire, oui, on pense des fois à l'investissement à long terme. Bien, moi, je vous dirais que je ne suis pas très convaincu. Les recherches qu'on a menées au Québec ne nous convainquent pas plus de cette idée qu'on a ou de cette conception qu'on a d'investissement à long terme. Est-ce que les enseignants qui adoptent des technologies en salle de classe prennent le temps de réfléchir au plus long terme? Je n'en suis pas certain. Les données qu'on a recueillies nous montrent aussi que les enseignants sont plutôt dans l'immédiat. Et ils sont impatients, on est un peu, et je m'inclus dans ces enseignants, dans ces formateurs, on est un peu comme les jeunes qui ont grandi dans une société de l'information où l'instantanéité fait loi, où est-ce qu'on est impatient, à l'image un peu d'Antigone, quand elle parlait à Créon et qui disait « moi, je veux tout de suite et que ce soit entier ou alors je refuse », c'est un peu ça pour l'adoption de certaines technologies, de certaines applications. On ne veut pas que ça prenne beaucoup de temps, on veut que ce soit rapidement facile à maîtriser
et on veut voir des impacts concrets rapidement aussi. Donc, 3 facteurs essentiels pour moi. Comment choisir dans 1,5 million d'applications, par exemple sur l'App Store ou sur Android? On peut dire, bon, on va sélectionner parmi les applications éducatives, mais la partie est loin d'être gagnée. Si on regarde parmi les applications éducatives, on se retrouve avec 100 000 applications. C'est énorme quand même. Comment choisir? C'est tout un défi qui attend les enseignants. On va regarder les réseaux sociaux, on va faire des recherches, on va voir ce que d'autres ont dit aussi sur les applications, mais parmi les critères qu'on retiendra, en plus de cette validation sociale qu'on peut appeler, le temps est important. Un outil qui demande trop de temps à maîtriser, rapidement, on va se désintéresser ou simplement on n'arrivera jamais à s'y intéresser. Un outil où la courbe d'apprentissage est longue aussi, ça ne fonctionnera pas. Un outil qui met du temps à finalement à s'implanter en salle de classe où est-ce qu'on voit tranquillement les retombées, ça ne fonctionnera pas non plus. Ce problème, certains diront, ça ne se pose pas aux jeux vidéo, mais c'est faux. Énormément de jeux vidéo qui sont faits ne volent pas très loin. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas adoptés et donc ces jeux sont rapidement oubliés. Certains jeux font fureur, mais encore une fois, pour ces jeux, combien d'enfants vont lire le manuel d'instruction? Très peu. Sur les réseaux sociaux, on s'échange quelques trucs pour en faire un meilleur usage, pour devenir meilleur dans le jeu. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu la chance de tester des centaines d'applications que les jeunes utilisent. J'ai eu la chance de les tester avec des tout petits, avec des élèves plus âgés, vers la fin de l'école primaire, même avec des élèves du secondaire. Et ces résultats sont surprenants. On s'est lancé dans ces tests d'application parce qu'on avait toujours des enseignants qui nous disaient « Cette application, elle est intéressante, les élèves vont apprécier. » Et moi, je me suis demandé, est-ce qu'on demandait réellement aux élèves s'ils appréciaient ou non l'application? Et donc, depuis quelques années, avec mon équipe, avec Pierre-Philippe, avec Sophie, avec d'autres, on va dans des salles de classe et on teste des applications. On regarde ce que les jeunes aiment, ce que les jeunes n'aiment pas. Et à notre grande surprise, on se rend compte que des applications qui semblent tout à fait pédagogiques pour l'apprentissage du français, s'il n'y a pas un enrobage graphique intéressant, s'il n'y a pas une composante ludique autour de l'apprentissage du français, rapidement, ces applications seront délaissées. Quand on fait ces tests d'applications, on fournit des tablettes aux élèves, on les guide à travers l'usage, on leur demande de voter sur divers paramètres. Mais ce qu'on fait également, on leur laisse un temps libre où est-ce qu'ils peuvent, entre guillemets, jouer avec l'application de leur choix, l'application éducative qui est disponible sur la tablette. On se rend compte que les applications les plus populaires, ce sont là encore une fois des applications dont la maîtrise se fait facilement, dont l'utilité est perçue rapidement et des applications qui sont aussi attrayantes pour les enfants. Et ces caractéristiques sont importantes. Apprendre le français sans un enrobage graphique intéressant, presque impossible avec des applications. Oui, évidemment, on pourrait forcer les enfants à le faire, mais là, encore une fois, peut-être qu'on sera en train de détourner leur attention. À ma grande surprise, dans quelques applications, aussi au niveau de l'apprentissage des mathématiques, sans stimuli, ces applications sont peu appréciées des élèves. Mais les applications mathématiques, où est-ce qu'il y a un défi, où est-ce qu'il faut lutter contre le temps, il y a un chronomètre, il y a une compétition entre les élèves, il y a quelque chose qui va se passer, qui va rajouter un peu de suspense dans ce travail de mathématiques que les élèves ont à faire, bien là, tout de suite, les applications en mathématiques deviennent plus populaires et deviennent plus intéressantes pour les enfants. Donc, plusieurs caractéristiques à voir, et moi, je pense que c'est tout un champ de recherche qu'il est intéressant d'explorer et qu'il est intéressant de chercher à mieux comprendre. Et je vous souhaite donc un excellent colloque à l'Udovia 2015. Merci à toutes et à tous. Et si ça vous intéresse de suivre mes travaux, je vous invite à voir mon fil Twitter sur lequel on diffuse plusieurs des productions qu'on fait en lien avec nos travaux de recherche. Merci encore et bon colloque.